Bonsoir, je salue les quelques 300 participants qui sont inscrits à cette conférence du Cercle des managers de l'immobilier. Alors qu'une manière un peu provocatrice va se demander et demander surtout à nos invités, que je vais vous présenter dans une seconde, si pour les diagnostiqueurs immobiliers, il y a péril dans la demeure. Pourquoi cette question aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a une actualité médiatique récente. Ce n'est pas ça qui suffit à déclencher le choix de nos conférences, de nos thèmes. En revanche, une actualité politique, économique, sociale de première importance qui nous ramène à l'un des actes majeurs des diagnostiqueurs immobiliers, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, les interdictions de louer, mais aussi un impact avéré sur la liquidité des biens, leur valeur, le montant des loyers, la possibilité d'obtenir un crédit immobilier ou les conditions de ce crédit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les diagnostiqueurs se retrouvent au cœur du sujet et que la question de la fiabilité de leur diagnostic et particulièrement du DPE est posée avec une acuité particulière. C'est au point que le gouvernement, la ministre du Logement, s'en sont émus et qu'un plan pour restaurer un plan ambitieux, je reprends le titre qu'a donné la ministre elle-même à son plan, un plan ambitieux pour restaurer la confiance dans le DPE a été conçu. Alors avec des mesures qui sont annoncées, qui sans doute peuvent être encore discutées, peuvent évoluer, et puis jusqu'à 2 missions confiées à des personnalités, et je vais bien dire avec beaucoup de responsabilité et de fierté. Je suis l'une de ces 2 personnes chargées d'une mission pour en parler tout à l'heure. Nous avons avec nous pour débattre, comme d'habitude, des personnes qui sont au cœur de cette question. D'abord, et je le remercie particulièrement parce qu'il a bouleversé son emploi du temps, on a organisé un peu en urgence ce débat. Lionel Causse, député des Landes, il a présidé le Conseil national de l'habitat. Il reste l'un des parlementaires spécialistes des questions de logement et très attentif aux diagnostiqueurs immobiliers, au diagnostic. Il avait commandé, quand il faisait le CNH, un rapport sur le sujet et il s'apprête à déposer une proposition de loi, mais il va nous en parler. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à tout le monde. Merci, Merci cher beaucoup Henri. d'être avec nous. À sa suite, par ordre alphabétique, vous savez que la galanterie, tout ça n'existe plus maintenant, sans quoi je l'aurais cité d'abord. Nawel Jouder, je la remercie beaucoup d'être avec nous. C'est une journaliste spécialisée, son nom est bien connu, associé en particulier au magazine Infodiag, qui est l'un des canaux d'information privilégiés pour les diagnostiqueurs et tout l'écosystème. Merci beaucoup, Nawel, d'être avec nous. Merci Henri, bonsoir tout le monde. Elle aura un regard alors de journaliste, c'est-à-dire bon, d'abord pour nous informer, elle interviendra en premier pour nous rappeler les mesures imaginées par la ministre et peut-être d'autres choses aussi. Et puis elle aura un regard critique comme il se doit pour une journaliste. Thierry Marchand est avec nous. Alors Thierry, il est déjà intervenu dans ce cercle des managers d'immobilier. On le remercie d'être avec nous. C'est avec une autre enseigne syndicale qui va s'exprimer aujourd'hui. Il est le vice-président de l'Alliance du diagnostic immobilier. Bonsoir Thierry. Bonsoir à toutes, bonsoir Henri, bonsoir à tous. On te retrouve avec plaisir. Et Jean-Christophe Protet est le président d'un autre, alors je ne dis pas de l'autre syndicat, car si je les compte bien, je crois qu'il y a 7 aujourd'hui syndicats. On en parlera peut-être. Peut-être qu'on se demandera si ça n'est pas beaucoup. Mais en tout état de cause, on est heureux d'avoir avec nous Jean-Christophe Protet, président fondateur, cofondateur de Sidiane. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Comme d'habitude, un mot d'accueil de l'un des élus à la tête de ce cercle des managers, c'est François-Emmanuel Borel, en l'occurrence vice-président, qui nous accueille à sa manière. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous, bonsoir Henri. Merci à tous en effet d'être présents ce soir pour participer à cette conférence. On avait déjà abordé le sujet il y a quelques temps, il y a quelques mois.
En fait, on rappelait le fait que cette profession de diagnostiqueur était relativement récente. Pour autant, elle porte énormément de responsabilités, comme tu as pu le rappeler, quant à la faculté de pouvoir ou non louer un bien, aux conditions de son habitation, voire même de son financement. Et plus particulièrement, assez récemment, les pouvoirs publics ont pu ont pu constater que ces DPE, eh bien, portaient une part de la responsabilité de la rénovation énergétique. Parce que s'il y avait une décrédibilisation de celui-ci, alors l'action gouvernementale, l'action des pouvoirs publics pouvait être limitée. Donc, il est important de restituer et de garantir cette confiance auprès des particuliers, des consommateurs, des agents immobiliers, des administrateurs de biens, afin de pouvoir rentrer en toute confiance dans ces projets. Donc, on attend de nos débatteurs, mais je n'en doute pas, une discussion sans tabou et avec grand plaisir de pouvoir les attendre très, très rapidement. Merci bien. Merci François-Emmanuel. Nous allons commencer, comme je l'ai annoncé, par une présentation et au-delà, elle a une totale liberté, mais un cahier des charges déjà qui consiste à nous mettre les idées au clair sur les mesures qui ont été annoncées le 19 mars, c'est très récent, par la ministre du Logement. Nawal Jouder va donc, en tant qu'observatrice privilégiée, nous tendre la toile de fond de ce débat auquel, bien sûr, elle pourra aussi prendre sa part. Merci Henri. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis contente de revoir Thierry Marchand, Monsieur Protet, Lionel Cos, parce que je les ai tous eus au micro d'Infodiag. La mission d'Infodiag, comme son nom l'indique, c'est de vous informer sur le diagnostic, la rénovation énergétique, etc., etc. Avant de parler du DPE, si tu me le permets, Henri, je voudrais quand même replacer un petit peu l'église au milieu du village. On parle beaucoup du DPE, mais l'essence même du diagnostic immobilier, c'est la santé publique. Il y a le plomb, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a toutes ces choses-là dont on ne parle absolument pas. Aujourd'hui, les premiers cas de litige en France dans le diagnostic immobilier, c'est les mesurages, l'amiante et le thermite. Aujourd'hui, vous avez 7500 diagnostiqueurs en France, vous avez 8400 sociétés et le marché du diagnostic, c'est aux environs de 1,5 milliard d'euros en France. Ces informations sont importantes, il faut les entendre. C'est important parce qu'effectivement, le DPE, on va atterrir sur le DPE puisque c'est l'actualité, mais ce sont les diagnostiqueurs avec l'ensemble de leur mission qui sont concernés par le plan de fiabilisation avec des mesures très ponctuelles, mais on parle bien en effet de la mission globale et tu as raison de rappeler qu'elle est cardinale, notamment pour la santé publique avant toute autre chose. Voilà. Il faut dire qu'on a aussi une proximité avec les diagnostiqueurs en franchise ou indépendants. Vous avez deux types de diagnostics aujourd'hui. Et quand vous parlez un petit peu avec les diagnostiqueurs, c'est un métier qui existe depuis à peu près donc 2006. Thierry Marchand nous dira si j'ai raison ou Monsieur Protet. Donc c'est à peu près en 1996, 2006 arrive le diagnostic de performance énergétique avec la nouvelle version 1, version 2, version 3 jusqu'en 2021 avec l'arrivée de la loi climat et résilience. Le diagnostic immobilier, aujourd'hui, c'est l'un des seuls métiers en France où vous êtes en formation continue. Ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez être un nouveau diagnostiqueur comme avoir 17 ans d'expérience. Vous êtes tous égaux devant les centres de certificateurs. Vous êtes tous égaux devant ce qu'on appelle les CSO. Je voulais aussi le spécifier parce que on tape beaucoup trop, je trouve, et là c'est la journaliste qui parle, sur les diagnostiqueurs immobiliers. C'est comme si moi, je caricaturais les agents immobiliers en disant aujourd'hui les agents immobiliers, ce sont des pousseurs de portes. Les diagnostiqueurs immobiliers, ce n'est pas que le DPE, c'est beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un marché de l'immobilier qui tousse un petit peu beaucoup. Donc, aujourd'hui, on commence de plus en plus à parler de ce que moi j'appelle les premières personnes en front, c'est les diagnostiqueurs immobiliers. On remet en cause, c'est l'un des seuls métiers aujourd'hui, hein, c'est vraiment le retour terrain là que je vous annonce, c'est l'un des seuls métiers où lorsqu'ils arrivent en clientèle, ils sont experts hein, aux yeux de la loi, les diagnostiqueurs immobiliers. Je vous donne un autre exemple. L'amiante, aujourd'hui, c'est de l'examen visuel. Donc, il faut avoir une certaine expertise. Aujourd'hui, les diagnostiqueurs immobiliers, ce sont les seuls
où vous avez une suspicion, ou lorsqu'ils arrivent chez un client, on leur pose plein de questions. Bref, un généraliste, on ne va pas remettre en cause son diagnostic. Un diagnostiqueur immobilier, on le refait continuellement. De là intervient, on va dire, la ministre du Logement. Donc, je rappelle, hein, sur 4 millions de DPE, on a 1,7 aujourd'hui qui pose problème, hein. Je suis d'accord avec Thierry Marchand. Moi, je ne parle pas de complaisance, je parle d'inexactitude, etc., etc. Donc, la ministre du Logement décide de lancer un plan d'action. Et je laisse les fédérations qui parleront aussi d'un arrêté et un projet de loi qui va être décidé demain ou après-demain. Je laisse Thierry Marchand et Monsieur Protet nous en parler. Donc, en gros, ces 10 mesures, je vais vous les sortir de façon très factuelle. Et si je peux, je ferai un commentaire, si c'est possible. Donc, vous avez en un contrôle automatisé des DPE. OK, donc on a l'avènement de l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle va détecter les incohérences dans les données, hein. Le DPE, c'est l'ADEME, hein. Les données, le diagnostiqueur, il arrive avec sa tablette, il prend des mesurages, etc. Il envoie son rapport à l'ADEME l'enregistre et voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va automatiser les contrôles des DPE. Ensuite, vous avez le renforcement des contrôles des certificateurs. Les diagnostiqueurs seront inspectés au moins une fois par an avec un objectif à atteindre, à savoir 10 000 contrôles en 2025. OK ? Troisième mesure de la ministre, des sanctions plus strictes. Très bien. En cas de fraude, les diagnostiqueurs pourront être interdits d'exercer jusqu'à 2 ans. Les récidivistes seront inscrits sur une liste noire. Première question, comment on va juger ? Qui ? Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est le propriétaire ? Je vous rappelle un DPE, hein, d'une façon globale. Quand le diagnostiqueur va venir chez vous pour faire un DPE, vous n'êtes pas avec lui à lui tenir la main. Quand il est en train de mesurer le mur dans votre maison, il n'est pas en train de vous dire « Alors là, je suis en train de mesurer l'isolation de votre maison, madame ou monsieur ». Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie, hein. Un DPE en fonction, on va dire, du bien, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Le diagnostiqueur vient, il fait son boulot, il envoie son rapport. Donc, des sanctions plus strictes, mais comment on juge tout ça ? Après, vous avez la surveillance accrue des certificateurs. Les organismes qui certifient les diagnostiqueurs seront également soumis à un contrôle renforcé pour éviter des conflits d'intérêts. Cette proposition-là émane des diagnostiqueurs et des fédérations. Thierry Marchand pourra nous en parler, Sidiane pourra nous en parler, mais cette proposition-là vraiment émane de la filière du diagnostic. Et elle indique aussi que dans sa grande majorité, les diagnostiqueurs veulent la professionnalisation de leur métier, veulent qu'on les prenne au sérieux et veulent qu'on les considère comme des experts et non comme des marchands de diag. Ensuite, le recours à la géolocalisation. Complément d'enquête, c'est le lendemain. Je fais un petit jeu là-dessus, parce que la géolocalisation, encore une fois, c'est très minoritaire. Effectivement, il y a des diagnostiqueurs, c'est vrai, qui vont bâcler leur travail. C'est vrai qu'il y en a qui vont faire un DPE d'une demi-heure en restant 29 minutes assis sur leur chaise. Je reprends le reportage de TF1. Avant TF1, vous aviez UFC que choisir. Avant UFC que choisir, vous aviez 60 millions de consommateurs. C'est un sujet très facile pour les journalistes médias mainstream. Je fais exprès de vous poser deux petites angles d'ouverture. Ensuite, vous avez la réflexion sur un ordre professionnel, le conseil de l'ordre des diagnostiqueurs. On va voir avec Lionel Causse la faisabilité juridiquement parlant et concrètement comment ça va se passer. Alors, autre sujet qui a posé polémique aussi auprès des diagnostiqueurs, c'est le délai de transmission du DPE. Avant, quand on venait, on faisait son DPE, voilà madame, vous avez économisé 30 ans pour vous acheter un bien immobilier, vous voulez le donner à vos enfants, il est en F. Bonsoir madame, au revoir madame. C'est ce qu'on a demandé au diagnostiqueur, hein, c'est la réalité. Donc, pour protéger et le diagnostiqueur et l'agent immobilier, bref, tout le parcours client, entre guillemets, on a décidé de dire on va le remettre plus tard, pas pendant la prestation. Après, on nous parle d'une formation améliorée et je laisserai Henri vous en parler sur la formation post-bac, qui est aussi une demande
qui émanent des diagnostiqueurs. Il y a quelques années, il me semble qu'il y avait un débat qui était sorti qui s'appelait la carte D, la professionnalisation des diagnostiqueurs immobiliers. Puisque aujourd'hui, pourquoi on jette l'opprobre sur le métier de diagnostiqueur? C'est l'un des seuls métiers où il n'y a pas de diplôme, justement, post-bac. Et aujourd'hui, en gros, hein, je schématise et je caricature, hein, moi aussi, je fais du complément d'enquête. Vous faites 3 à 6 semaines de formation, vous sortez de là, vous avez votre certification, vous n'avez jamais fait de diagnostic de votre vie. Et légalement, vous pouvez devenir diagnostiqueur. Donc, il y a un vrai problème de professionnalisation et les diagnostiqueurs portent aussi cette parole-là. Ensuite, il y en a beaucoup. Vous avez donc l'outil de vérification des certifications. Chaque diagnostiqueur aura une carte professionnelle avec un QR code permettant aux clients de vérifier leur qualification. Voilà. En gros, si un diagnostiqueur ne fait que 60 km par mois et qui montre un volume de DPE incroyable, bon, on va se poser des questions. Voilà. Donc, ce plan d'action, j'ai envie de dire, le métier de diagnostiqueur est tellement peu connu par la masse des Français, alors que l'immobilier, c'est quand même l'un des premiers postes de dépenses des Français. Aujourd'hui, le diagnostic immobilier est mal connu et quand on en parle, je trouve, moi, en tant que journaliste, il n'y a pas un vrai travail d'investigation. Vous allez au RVDI, c'est le seul salon de diagnostic en France aujourd'hui, au moment où on se parle. Je ne vois pas de journalistes venir échanger avec les diagnostiqueurs. Après, moi, je ne suis pas dans l'angélisme, hein, je ne dis pas que tout va bien, etc. Mais je trouve que 1,7% de DPE qui pose problème et qui on est dans un espèce de truc de teaser autour de ce métier-là. Et je peux vous assurer, pour avoir un retour terrain, que les diagnostiqueurs, aujourd'hui, la grande majorité des diagnostiqueurs veulent professionnaliser leur métier, ont des réelles appétences pour toutes les questions énergétiques, l'audit énergétique, le DPE, la rénovation énergétique. Ils adhèrent à la loi climat et résilience. Donc, moi, j'aimerais qu'on replace un petit peu ce débat autour de ça, qui a un peu plus d'équité et revenir à l'essence même du diagnostic immobilier. Aujourd'hui, le diagnostic immobilier, et pourquoi il a été créé, c'est par rapport à la décence dans notre logement, c'est par rapport à la sécurité, le plomb, l'amiante, et ça répond à des vraies questions de santé publique. Le diagnostiqueur aujourd'hui est d'intérêt public et je pense qu'on a tout à gagner, et les professionnels de l'immobilier et les diagnostiqueurs, à aller tous dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, alors, bon, sensible à ton propos, parce que déjà, il reprend le propos de la ministre. Hein. Il faut bien dire que elle n'a pas jeté l'opprobre sur une profession. Son propos a été extrêmement nuancé. Le dossier de presse, dossier de présentation des mesures, rappelle ce que tu as dit, c'est-à-dire le taux de défaut, qui en effet est très faible, et j'ajoute en diminution constante depuis les années récentes. Et elle a également pris la peine, Valérie Létard, d'aller dans l'émission complément d'enquête pour avoir un propos extrêmement nuancé. Et enfin, tu as eu raison de rappeler que les organisations professionnelles, on en a deux importantes avec nous aujourd'hui, sont dans le mouvement et ne le freinent pas. En tout cas, c'est pas du tout le sentiment que j'ai pour ma part, comme toi. Merci beaucoup. Oui, Nawel, je t'en prie. Je voulais juste terminer. Tu me demandais tout à l'heure par rapport à la ministre du Logement, tout ce qui va dans le sens de l'amélioration, de la construction, de la professionnalisation de ce métier va dans le bon sens. Et ça fait plaisir d'entendre et de voir la ministre du Logement, d'entendre même un Premier ministre, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, un Premier ministre dans son discours général dire le mot DPE. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, dans tout ce qui va dans le sens de populariser, de faire connaître, de faire de la pédagogie autour de ce métier, nous, on est complètement pour. Voilà. Et je Alors, effectivement, ce grand métier, parce qu'il y a des spécialisations, et tu as rappelé qu'il n'y avait pas que le DPE, ce grand métier aujourd'hui est sous les feux de la rampe, mais il l'est positivement aussi, hein, avec une attention des pouvoirs publics qui est positive. Alors, on a avec nous, le lien est simple, Lionel Causse, il est un parlementaire très attentif depuis des années à ce métier, à son évolution, bien sûr au diagnostic qu'on met dans les mains de ces diagnostiqueurs, donc ils ont la responsabilité. Lionel, tu as d'abord, sur la durée, eu un regard, je l'ai dit, très
très fin hein, sur cette profession, sur sa réalité. Et puis, plus récemment, avant même que la ministre Laetitia Marne annonce un plan dans lequel elle évoque une réflexion sur l'ordre professionnel, tu as eu l'intention, tu vas nous dire où ça en est, de déposer une proposition de loi pour créer un ordre professionnel diagnostiqueur. Où en est cette démarche? Je crois que tu as rencontré, tu continues peut-être encore. Voilà, donc le point là-dessus. Et puis plus généralement, ton regard, bien sûr, sur l'action publique qui est annoncée et sur ce qu'il faut faire. Il y a des mesures qui vont renvoyer au Parlement, dont tu es un membre, d'autres qui sont réglementaires. Peu importe ta lecture critique. Merci beaucoup, Henri. Bonsoir à tout le monde. Alors, je partage ce qui vient d'être dit par Nawel essentiellement. De façon globale, moi aussi, je suis un passionné de tous ces enjeux d'immobilier et de logement. Je crois comme les Français d'ailleurs, il y a un amour des Français pour l'immobilier. On le retrouve sur toutes les professions qui tournent autour de l'immobilier. Je pense qu'il est important de le dire et que, bien entendu, on retrouve des gens engagés et des gens qui, de toute façon, de façon globale, essaient de faire leur travail le mieux possible, quelle que soit la filière et le secteur d'activité. En tout cas, depuis que je suis le secteur du logement et de l'immobilier, je ne rencontre que des gens engagés, des gens passionnés. C'est ce qui, effectivement, le même constat que je fais sur ici les syndicats, les fédérations, tous les professionnels, en tout cas du diagnostic, puisque j'en reçois pas mal. J'ai commencé donc effectivement une phase de consultation et de concertation, de débat et d'échange aussi. Et je ne rencontre que des gens qui n'ont qu'une envie, c'est que leur profession soit connue et reconnue pour ce qu'elle est. Pour un enjeu, je dirais, une clé essentielle de l'immobilier. Je d'abord rappeler que l'immobilier, comme j'ai dit, les Français, ils sont attachés, ils aiment ça, mais ils ont aussi envie d'avoir un immobilier, je dirais, qui réponde aux enjeux de société, donc les enjeux bien sûr de santé, ça a été dit, c'était le départ de tous ces diagnostics à travers l'immobilier, les enjeux environnementaux, puisqu'en effet, dans la loi climat et résilience, c'était, je dirais, un petit peu le zoom essentiel qui a été mis dans cette loi, mais aussi les enjeux financiers. Puisqu'on sait que pour lutter contre la précarité énergétique, pour lutter contre tous ces sujets-là, on a besoin d'avoir un immobilier de qualité, un immobilier, je dirais, sobre en matière de consommation d'énergie. Donc moi, je m'inscris complètement dans cette trajectoire, cette filière que je veux défendre et je continuerai à défendre parce que je pense qu'il est important de rappeler qu'on est sur une trajectoire de 2050 du bâtiment bas carbone et que ce que l'on fait, ce que l'on a écrit dans les différentes lois qui se succèdent, il y en a d'autres qui vont arriver à travers des PPL, même si elles ne sont pas parfaites, il faut pas oublier qu'elles s'inscrivent quand même dans cette trajectoire et des objectifs ambitieux pour l'Europe et pour la France et que le diagnostiqueur s'inscrit complètement là-dedans et on a besoin des diagnostiqueurs pour pouvoir y arriver. Voilà, on a besoin de tout le monde, mais en particulier des diagnostiqueurs. Donc, je serai bien entendu toujours en accompagnement et sensible à tous ces enjeux, surtout qu'aujourd'hui, on a deux solutions. Je peux me permettre en tant que député sur ce que je vois aujourd'hui au Parlement. Et ça rejoindra peut-être un peu ce qu'a dit Nawel, mais de façon peut-être très polie quelque part, c'est que on a un risque majeur. On a un risque de voir les DPE supprimés. Je veux dire, je vais provoquer, mais je veux dire tel que je le sens, parce que il y a aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale beaucoup de députés, de groupes politiques qui voudraient supprimer le DPE, comme on a supprimé en commission il y a 15 jours les ZFE, comme on est en train de supprimer le ZAN, et comme il y a une mission, c'est la RE 2020 qui est en cours aussi, et qui, à mon avis, fera en sorte que la RE 2020 devienne peut-être pas ce même calendrier ni les mêmes objectifs que l'on s'est fixés. En tout cas, si on lance une mission, c'est peut-être pour revoir tout ça. J'intercale une phrase parce que là, tu nous exprimes des craintes extrêmement lourdes. Effectivement, si on ne prend pas à bras le corps la fiabilisation du DPE, c'est l'un des outils, d'autres existaient, hein, les ZFE en particulier. Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est que la politique publique environnementale soit mise à bas, purement et simplement. Toi, ta crainte, elle va pas jusque-là. C'est tout simplement qu'un amendement supprime les DPE. Voilà, tout simplement, ça pourrait arriver, ça serait toute la filière qui tomberait. C'est voulu, attendu par de nombreux députés. Et si je me permets de le dire, c'est parce que ce que disait Nawel tout à l'heure, c'est qu'on entend beaucoup de choses et je pense qu'elles sont exagérées. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent.
Quand je lis, quand j'entends effectivement tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut s'écrire sur les faux diagnostiqueurs, enfin faux diagnostics, la fraude, etc. Il faut être prudent. Il faudrait pas que la profession se tire une balle dans le pied. Voilà, permettez-moi de dire tel quel. Parce que même s'il y a des difficultés, même si bien sûr il y a de la fraude, il y a des choses comme ça, quel est le métier, quelle est la profession aujourd'hui qui est parfaite aujourd'hui? Très peu. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est lutter pour améliorer et pour organiser et pour redonner une image, en tout cas, de ce métier. Donc, si je me suis permis de le dire et d'être peut-être direct là-dessus, comme j'essaie d'être tout le temps, c'est parce que il faudrait pas que la profession, en état alarmiste, au final, paye ce que certains rentrent dans le jeu, de ce que certains attendent et voudraient Très faire. clair. Voilà. Donc Très clair. ça, c'est un message que je voulais passer. Donc ça rentre effectivement dans cette volonté que je porte d'essayer de bien comprendre autant que possible, et j'en apprends encore tous les jours. Encore tout à l'heure, j'avais des diagnostiqueurs dans mon bureau, donc j'essaie d'en rencontrer beaucoup et de savoir un petit peu comment on peut faire pour améliorer. Et c'est vrai que j'avais sollicité les syndicats, les fédérations, les organismes qui tournent autour de cette profession pour les inciter à venir échanger, en tout cas avec moi, et puis derrière avec mes collègues parlementaires, et voir comment nous, législateurs, l'Assemblée nationale, peut essayer d'aider, d'accompagner à continuer à professionnaliser cette filière à travers, peut-être, j'avais mis un ordre diagnostiqueur parce que ça parle et que qui peut le plus peut le moins, quelque part. C'est sûr qu'en mettant l'ordre, tout le monde m'a sollicité, tout le monde a voulu venir me voir, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, pour essayer de voir avec les uns et les autres quelles sont les propositions d'organisation que l'on pourrait mettre en place pour faire quoi? D'une part, mieux être plus efficient sur les contrôles, plus efficient sur la formation, et ça, comme tu l'as dit Henri, et tu parles de la mission, donc je pense que voilà, il y aura un travail énorme qui va être mis en place là-dessus, et la ministre donc a souhaité aussi qu'il y ait un zoom un peu plus particulier là-dessus, et c'est essentiel. Et derrière, bien entendu, bon, la formation continue, mais je pense que derrière, il y a aussi le lien avec le moteur du DPE, les logiciels, etc. Comment on fait aussi pour améliorer le DPE. Donc ça, on pourra éventuellement après vous parler des PPL qui arrivent et de quelques propositions que je serais susceptible de faire, enfin, que j'ai déjà faites et que je vais continuer à faire. Voilà, donc des premiers retours que j'ai pas fini de rencontrer tout le monde, j'ai encore des différentes rencontres. En tout cas, moi, je vois des propositions et de façon globale, des acteurs de cette filière, des professionnels qui ont envie de rentrer dans le jeu, de cette Responsable. professionnalisation, qui ont envie de, allez, s'autogérer, de s'autoréguler, un peu comme on fait dans un ordre, mais peut-être pas sous forme d'ordre non plus aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour créer un ordre, c'est tout à fait probable d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut trouver entre l'existant aujourd'hui et un ordre, je pense qu'on peut trouver, et en tout cas faire des propositions pour que les diagnostiqueurs soient beaucoup plus à même de définir ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent en termes de formation, en termes de contrôle, en termes de gestion de la fraude, etc., etc. Voilà, qu'ils soient beaucoup plus acteurs là-dessus. Et tant mieux, parce que pourquoi moi j'ai parlé d'un ordre? C'est parce que partout où il y a des ordres, le législateur que je suis et les députés en général ont été très peu sollicités. Donc je me dis tant mieux, c'est-à-dire que ça, globalement, ça fonctionne. Voilà, quand les professionnels se régulent et se gèrent, globalement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc moi, je suis plutôt attentif à ça, et je pense que courant mai, juin au plus tard, je ferai mes propres propositions qui viendront compléter effectivement le travail qui a été lancé par la ministre sur de façon globale le métier du diagnostic. Et puis on verra dans un second temps avec bien sûr mes collègues, avec les professionnels avant tout, et aussi avec le gouvernement et la ministre du Logement, si on porte un texte ou pas au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça peut être du réglementaire aussi, on verra. J'ai pas de tabou là-dessus, mais ce que je veux que l'on fasse, c'est qu'on s'inscrive sur des trajectoires. Peut-être que ce que l'on proposera sera une première étape, et qu'il y aura peut-être une deuxième étape plus tard. Mais enfin, en tout cas, je serai acteur pour essayer d'accompagner toute cette profession. Sur l'idée que tu as eue, et tu as très bien expliqué pourquoi, parce que quand tu l'as dit, quand il y a une régulation par les professionnels, ben en gros, ça fonctionne et les pouvoirs publics sont moins sollicités. Les réactions aujourd'hui des organisations professionnelles sont mitigées, certaines sont favorables à ce concept d'ordre, ou est-ce que toutes sont nuancées? Alors, il va y avoir une mission, je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, à ce jour, on ne sait pas encore quelle personnalité, c'est le mot que j'ai utilisé, serait mandatée. Il y a de toute façon le travail que tu fais, les deux
s'enrichiront. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire en testant les organisations professionnelles? Il y en a qui veulent un ordre, il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui ont des propositions intermédiaires. D'accord, C'est vrai que pour l'instant, la profession a des avis très différents. Moi, mon rôle, ce sera d'essayer de trouver un consensus. Il y a certainement des choses à faire. En tout cas, j'ai des pistes. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent correspondre à tout le monde. Et puis peut-être qu'il peut y avoir, en fonction du type de structure juridique du diagnostiqueur, aussi une organisation différente. Voilà, oui, parce qu'il y a peut-être des process, des choses différentes. Donc, tout oui, ça, j'en dirai pas plus parce qu'on est à l'étude, je suis en train d'y réfléchir et peut-être que mon jugement aujourd'hui n'est pas celui que j'aurai demain ou dans un mois. Mais en tout cas, voilà, je suis aussi vigilant au fait qu'aujourd'hui, chez les diagnostiqueurs, il faut quand même le dire, Nawel a dit au début, ou c'est toi Henri, je sais plus, il y a des entreprises, il y a aussi des et, indépendants. voilà, Voilà, tout donc à fait. Et il je faut regarder tout ça et peut-être que les uns et les autres n'ont pas besoin de la même, je dirais, organisation autour. Voilà. Bien sûr, je pense que les responsables d'organisation professionnelle reviendront sur ce point. Une Mm. dernière chose, Lionel. Je l'ai dit tout à l'heure, alors c'était un clin d'œil, mais c'est une réalité surtout. Il y a un nombre très important aujourd'hui d'organisations professionnelles. On a même l'impression que la création n'est pas terminée. Moi, j'essaie d'être très attentif parce que chaque semaine, on voit des intentions de créer un syndicat. Et je crois en avoir dénombré 7, même si certains, notamment au sein de l'Alliance, se sont rapprochés. Comment on réagit quand on est un responsable public? La ministre, quand elle a annoncé son plan, avait devant elle voilà, j'allais dire une brochette, c'est pas joli. Comment on réagit à ça? Est-ce que cette dispersion syndicale, ça n'est pas un affaiblissement, quoi qu'il en soit? Et quand on parle d'ordre, l'ordre aussi, on rappellera qu'il est unique hein, dans chaque profession. Tout à fait. Voilà, ta réaction sur. Tu fais d'autres travaux parlementaires, tu as des Mm. interlocuteurs, des syndicats pour l'immobilier par exemple. Là, ils sont très nombreux. Ton avis là-dessus? Et ils sont assez nombreux, c'est vrai, parce que quand je suis parti, je crois même que j'en avais identifié 4, 5. Et j'ai l'impression que toutes les semaines, il y en a un qui se crée. Bon, puisque Absolument. je reçois des mails, des messages sur LinkedIn, et chaque fois, je suis obligé de m'excuser en disant, excusez-moi, je ne vous connaissais pas, mais bien entendu, je suis à vos dispositions pour échanger. Donc, j'ai l'impression que régulièrement, ils viennent me voir. Et ce qui est quand même assez fort, c'est que j'ai beaucoup de messages d'individuels qui me disent, nous sommes représentés par personne, mais venez voir les gens, les indépendants, etc. Donc ça aussi, je l'entends, mais je ne sais pas l'évaluer. Voilà, je ne veux pas faire de critique sur qui que ce soit. Moi, c'est pas mon objectif. De toute façon, aujourd'hui, j'écoute tout le monde, quelle que soit l'organisation et la structure. Mais c'est vrai que si on veut avancer vers une organisation à terme, il faudra peut-être aussi travailler sur, je dirais, un peu moins d'interlocuteurs. Et c'était un petit peu ce que j'ai demandé quand je présidais au Conseil national de l'habitat. Déjà, on voulait intégrer les diagnostiqueurs au sein du CNH. Oui, tu le sais, et on avait demandé pour que ce soit plus facile à ce qu'il y ait un peu moins de fédérations ou de syndicats pour donner sa place à plus de représentants. Parce que c'est vrai que choisir un diagnostiqueur quand il y a 7 ou 8 structures, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. Donc, je pense que en tant que parlementaire député pour nos travaux, bien sûr, moins il y a d'interlocuteurs, plus c'est facile. Mais c'est pas grave, je m'adapte. Aujourd'hui, c'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème, c'est d'écouter tout le monde, ce que je pense que je suis en train de faire, et d'essayer de retenir les bonnes idées des uns et des autres. Et je peux vous dire, il y en a des bonnes chez tous. Voilà, ça Parfait. c'est quand Merci même beaucoup. important. Merci beaucoup. Et je dirais aussi, je crois, sans déformer la réalité, que c'est l'attitude de la ministre du Logement. Elle n'a pas exclu qui que ce soit dans ces discussions à ce stade. Alors, on a avec nous deux responsables d'organisations professionnelles, le président de Sidiane, le vice-président de l'Alliance du diagnostic. Donc, toutes les organisations ne sont pas avec nous, mais on en a deux très Si, si, représentatives. si, 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 Très si, si. représentatives. Je veux Euh, qu'on... voilà. Alors, écoute, Jean-Christophe, tu vas pouvoir réagir à ça parce que c'est important sur cette question du nombre d'organisations, très librement. Et puis ensuite, si tu le veux bien, réagir à ce que Nawel nous a présenté objectivement, c'est-à-dire les mesures qui ont été imaginées. Les mesures en réflexion et l'histoire de l'ordre en fait partie. Voilà, donc très, très librement et Thierry, enfin vous allez faire un duo, hein, Thierry, de la même manière, nous éclairera sur l'analyse de l'Alliance. Jean-Christophe.
on le voyait, on l'entendait bouger et il a Ah, disparu au moment de prendre la parole. Jean-Christophe, tu nous entends? Non, je pense qu'il a bugué, il doit avoir un petit problème de réseau. Alors, s'il a, bah, c'est bon, on va passer à Thierry. De toute façon, les mêmes questions, les mêmes sujets sont posés aux deux. Allez, Thierry, écoute, alors voilà, Alors, à toi, tu vois, je. bah, déjà, merci Henri et merci à tous de me donner la parole pour l'Alliance du diagnostic immobilier. Alors, déjà, j'ai énormément apprécié l'approche d'Anna Well, puisqu'elle a été assez pertinente et efficace sur la démonstration de notre profession. Très simple, je ne vais pas revenir sur le passé, mais il y a quand même quelques points que je voudrais ancrer. Il y a un mot qui s'appelle diagnostiqueur. Il a été inventé en 2006. Il a été inventé pour le DPE. Préalablement, on appelait des opérateurs de repérage. Préalablement, on parlait des mesureurs. On parlait de plein d'autres éléments. Et il a été inventé par un arrêté, l'arrêté qui a fondé le DPE. Donc, diagnostiqueur immobilier et DPE, c'est totalement intrinsèquement lié. Premier point. Donc là, on parle de 2006. Donc c'est une profession effectivement qui a plus de 20 ans. Mais le diagnostic immobilier, au sens large, parce que maintenant on appelle diagnostic amiante, alors que c'est pas le diagnostic, c'est un repérage. On parle de constat d'exposition au plomb, donc c'est des constats. Et on mélange un peu tout dans ce périmètre. Le gros souci que nous avons eu, c'était avec le DPE. Le DPE, moi je m'y attendais parce que j'ai travaillé beaucoup sur le process de la fiabilisation du DPE en amont. Et je le savais très bien en préalable que moi j'ai toujours signalé que le DPE allait devenir l'épine dorsale de notre profession. Il fallait absolument que les diagnostiqueurs prennent en conscience que ce DPE allait avoir des conséquences phénoménales pour leur profession parce que cette conséquence, elle allait directement toucher le portefeuille des Français avec des contraintes. On l'a pas inventé, on l'a pas découvert le 1er juillet 2021, c'était une évidence. D'ailleurs, on y a pu y adosser l'audit énergétique que la loi climat et résilience nous a mis en œuvre. Donc, tout ça, on le savait très bien. Mais il fallait que la profession puisse se durcir dans cette approche. Et il est vrai que le cursus de notre profession, de notre filière, est très, 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 très large. On n'a pas qu'un seul profil d'individu, on n'a que des profils différents d'individus. Et il fallait sensibiliser nos métiers. En cela, les remarques de la ministre sont tout à fait légitimes, puisque aujourd'hui, un outil qu'on appelle le DPE, que mais je commence à le connaître un peu bien quand même, cet outil fait qu'on a vraiment des contraintes très fortes, autant que sur la copropriété dans son intégralité, puisqu'on a un DPE collectif qui est absolument fondamental pour la copropriété, et on est à travailler beaucoup avec dans le cas du plan bâtiment durable en amont de la loi climat et résilience. On sait pourquoi on a eu besoin de ces DPE collectifs. On a besoin du DPE individuel. Donc, ce sont des outils, et j'entends bien ce que Lionel Causse nous dit sur les députés qui sont inquiets pour cet outil, pourquoi pas le supprimer. C'est l'air du temps, je dirais, mais il faut surtout pas aller sur cette démarche, parce que il y a un machin qui s'appelle l'environnement. Nawel l'a très bien dit que le diagnostic au sens même a travaillé sur la santé publique, la santé de nos concitoyens, mais on a trois facteurs importants. Quand un diagnostiqueur se déplace, quel que soit le périmètre, chez un industriel, dans du bâtiment tertiaire, dans un logement, dans une copropriété, on intervient en trois périmètres. On intervient pour la santé des occupants, qu'ils soient travailleurs ou tout simplement un enfant dans sa maison. On a également la sécurité des personnes et on a aussi surtout l'environnement. On ne peut plus dissocier les trois. J'entends certains qui me disent que l'environnement, ça passe après la santé. Non, ça passe plus après la santé. C'est aussi important que la santé. Ça sert à rien d'être en bonne santé sur un périmètre totalement pollué. Et le DPE rentre dans ce périmètre. Donc, je conçois parfaitement qu'on est inquiet parce que, comme je dis, je le conçois, c'est vraiment un outil, c'est notre épine dorsale. Alors, sur les 10 mesures que nous a présentées la ministre, pour être dans le concret de cette formule, je dirais qu'il y a des choses qui sont importantes parce que déjà, la première chose qui est importante, c'est qu'elle a eu la prise de conscience que notre filière avait besoin d'être mise à l'honneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à prendre conscience que la filière, enfin, elle a pris conscience, je pense qu'elle devait le connaître, mais on a pris conscience que notre métier a vraiment un métier c'est un métier de noblesse qui a énormément de travail, beaucoup de formation, beaucoup de contrôle. Rares sont des gens qui font des formations, ensuite des certifications, c'est-à-dire des examens. Beaucoup de professionnels pleurent le jour de leur examen
parce qu'ils n'ont pas eu leur certificat. Il y a des gens qui sont dans cette inquiétude. Ce sont des professionnels avec une reconversion professionnelle suite à un accident de la vie professionnelle, se sont formés, se sont reconvertis, ont travaillé depuis plusieurs années dans le diagnostic, repassent un examen, parce que c'est repasser un examen, et des fois, parce que ce jour-là, c'était pas le bon jour, le bonne heure, n'ont pas l'examen, ils sont obligés de le repasser. Bon, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations complexes, dire que ça ne les excuse pas, mais ça leur fait bien comprendre qu'on est, nous, dans cette situation de repasser des examens. Une certification, c'est un début et ça une fin. Donc, et la fin, elle peut être difficile. Et quand on a loupé la période, il faut recommencer tout le programme de formation, recommencer tout le programme de certification. Quelle est la durée d'ailleurs juste parce qu'on en profite pour informer aussi, tout le monde n'a pas la spécialisation de vos métiers, la connaissance parfaite. Ces certifications ont quelle durée? Elles sont variables peut-être selon les... 7 ans. Elles ont 7 ans, durée de 7 ans, mais en tout instant, on peut nous la suspendre si on a fait une bêtise. On s'est battu avec les organisations professionnelles. À l'époque, c'était la FIDI et la FIDI, donc maintenant on est regroupés. On s'est battu pour étendre de 5 ans à 7 ans. On a pu obtenir 7 ans avec des contraintes particulières. Et c'est une lutte quand même syndicale, hein. C'est une lutte de syndicat patronal où on avait absolument besoin d'augmenter parce que tous les 5 ans passer un nouvel examen, c'était très difficile. Parce que c'était assez complexe et surtout coûteux. Alors, sur les mesures de la ministre, bon, un satisfecit global, si tu devais faire des nuances, à moins que tu n'en aies pas, mais qu'est-ce que tu dirais, et notamment sur les deux chantiers de réflexion ouverte, l'ordre professionnel, on a commencé à en parler avec Lionel Causse, ou les formations initiales post-bac menant à des titres reconnus par l'État. Voilà, ton avis sur ce que la ministre a bâti? Mon avis principal, c'est la formation. La formation, on est une filière qui n'a pas de fondement. Nous n'avons pas un tissu, on n'a pas de fondation. Les fondations se construisent une profession sur une sortie post-bac. On passe le bac, ensuite on passe une filière professionnelle, un BTS, un DUT, on l'appellera comme on le voudra, avec des métiers. Un métier, moi on a préconisé diagnostiqueur immobilier, un bac plus 2, diagnostiqueur technicien supérieur en diagnostic immobilier, un bac plus 3, et ingénieur en diagnostic immobilier, un bac plus 5. On a absolument besoin de cette structure pour construire derrière des négociations salariales, parce qu'on n'oublie pas que on a des salariés dans notre profession, c'est pas Jean-Christophe qui me dira le contraire, on a des salariés. Ces salariés, faut leur donner envie de rester dans notre profession, et pour donner envie, il faut leur donner un plan de carrière. Et un plan de carrière aujourd'hui, il n'y en a pas dans notre métier. C'est-à-dire, on est diagnostiqueur pendant plusieurs années, au bout d'un certain nombre d'années, on est fatigué, on change de métier. Il faut préserver notre profession et préserver les bonnes volontés, notamment les salariés. Donc, il faut absolument construire une filière professionnelle. Cette filière se construit sur une formation. C'est le premier point, le plus important pour moi, sans commune mesure. Derrière, il y a également les conventions collectives, il y a tous ces éléments-là qui vont se prendre en compte, les négociations salariales. C'est pas normal qu'on négocie pas aujourd'hui les salaires des diagnostiqueurs au niveau conventionnel. D'accord, donc une filière construite, formation et puis dimension sociale, hein, la convention collective. Sur les mesures prophylactiques de contrôle, les serrages de boulons, si je m'autorise cette expression, Nawal nous les a rappelés. Alors, il y a le contrôle par l'IA, il y a le recours à des QR codes pour les diagnostics, pour les diagnostiqueurs, il y a le renforcement des sanctions. Ton regard là-dessus, est-ce que certaines sont manque de réalisme, d'autres non? Non, il y a une réalité, mais il y a une réalité qui est collée sur un épiphénomène de la fraude. La fraude, c'est pas des professionnels du diagnostic immobilier qui font de la fraude, c'est des gens qui ont rien à y faire dans la profession. Et par contre, ce que dit Nawal, et je l'ai toujours dit, j'ai échangé il y a pas longtemps avec des associations de consommateurs qui avaient la même vision. Les problèmes que l'on a, c'est pas des problèmes réellement à part la fraude qu'on met de côté, qui a vraiment un problème de fraude sur des individus qui ont vraiment une volonté de nuire à notre profession et de nuire surtout aux concitoyens. Mais le reste, c'est souvent des erreurs sémantiques. J'avais déjà précisé en 2020, lors du programme de refiabilisation du DPE, dire attendez, entre deux professionnels bien formés, chacun de son côté, ils sont formés d'une façon différente.
Donc, ils ont des résultats différents. Donc, il faut aujourd'hui arrêter ces erreurs de jugement de deux bons professionnels qui font des appréciations différentes parce qu'ils ont été formés différemment. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à harmoniser, la formation continue, la certification, le contrôle, calibrer les organismes de formation, et on voit bien que les textes, arrêtez d'être une entreprise qui fait de la formation et en même temps qui fait de la certification, parce que vous avez des liens d'intérêt. C'est sûr que on va être plus facilement formé et certifié dans la même filière. Il faut changer tout ça. Il faut pas être dans le même cursus. Et donc ça, c'est très important. Donc ça a été repéré et je trouve que c'est très remarquable. L'IA, on m'a présenté, moi, le programme d'IA avec le CSTB et l'ADEME. C'est quelque chose qui est très pertinent, à part la géolocalisation que je trouve complètement ubuesque, parce que dans la réalité, c'est impraticable. Et en plus, on a un contrôle des gens sur le terrain qui sont pas avec la problématique du RGPD, le droit du travail. Ça va être difficile de mettre en œuvre. Mais dans le reste, on pourrait rentrer détail par détail, point par point. C'est relativement cohérent, ça répond à pas mal de points de remarque. Le QR code sur le DPE, pourquoi pas, on a le numéro ADEME, on ait un QR code si ça facilite la lecture des personnes. Oui, mais ce qui serait important, et je sais que c'est une proposition de Sidiane, je ne vais pas lui voler, mais c'est surtout de sensibiliser les notaires. Moi, j'ai l'occasion de faire de la formation auprès des notaires, et je leur dis bien, veillez quand même que le DPE qu'on vous communique est un DPE autant que possible authentique. Et l'immense majorité, c'est pas vous que j'ai expliqué ça, l'immense majorité des notaires ont parfaitement pris conscience de cette responsabilité aujourd'hui. Donc voilà sur les sujets. Et pour revenir sur l'ordre, alors c'est quelque chose que je voyais il y a une dizaine d'années quand j'étais président d'une chambre, président de chambre dans un autre monde. Je voyais que l'ordre était effectivement un élément qui pouvait me rassurer moi et rassurer ma profession. Mais là, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on était à l'époque énormément de diagnostiqueurs indépendants, seuls dans son bureau et être peut-être un salarié, mais c'était limite. Aujourd'hui, le tissu économique de la profession n'a plus rien à voir. Et le diagnostic immobilier, c'est un tout petit bout de notre profession. Moi, je fais du diagnostic immobilier toujours, mais ça représente à peine 5% de mon activité. Le reste, c'est des activités beaucoup plus dans l'expertise, c'est des autres activités avant construction. Enfin, je suis dans un autre périmètre. Mais c'est un périmètre du diagnostic. Moi, je peux pas m'enlever du diagnostic parce que c'est dans mon monde professionnel. Et est-ce que j'ai besoin d'un ordre? C'est-à-dire qu'on n'a pas une profession, on a un ensemble de métiers. Et c'est ça qu'il va falloir. Et je souhaite bien du courage à Lionel Cos pour pouvoir trouver une solution. Il y a sûrement des solutions que moi je ne connais pas, je n'ai pas cette spécificité, mais je pense que l'ordre était intellectuellement bienvenu il y a quelques années, et aujourd'hui c'est difficile. Il y a 12 339 professionnels du diagnostic aujourd'hui certifiés. Il y en a certains qui sont certifiés mais qui n'exercent pas. Il y en a certains qui sont dans des bureaux d'études. Je pense que les gens qui font des DPE 9, ils sont dans des bureaux d'études. Il y en a à peu près 2 à 3 000 qui font des DPE mais qui ne sont pas dans le diagnostic immobilier. On va faire comment pour regrouper tous ces gens qui sont dans des périmètres différents? C'est clair. Donc, une grande diversité Oui. de périmètres professionnels, aussi de manières d'exercer, des indépendants et des entreprises importantes avec des salariés. Alors, Jean-Christophe, peut-être un petit mot sur Sidiane, d'ailleurs. Et puis ensuite, tes réactions, on t'a retrouvé, tu nous avais quitté, malgré toi, sur les organisations professionnelles, leur nombre. Tout à l'heure, tu réagissais, et puis la technique t'a empêché de continuer. L'idée de l'ordre, Thierry vient de réagir à sa manière, par rapport à ce qui est devenu le tissu professionnel, pour reprendre son expression, et puis l'ensemble des mesures, voilà, très librement. Ok, merci Henri. J'espère que tu me déconnecteras pas comme la dernière fois. Non, je plaisante. Je ne t'ai pas déconnecté. Non, je plaisante. Oui, en 2 mots, Sidiane, donc c'est une fédération qui regroupe globalement les gros acteurs du monde du diagnostic, à la fois des réseaux intégrés qui sont des sociétés dont le métier est le diagnostic immobilier au sens large, avec toutes ses facettes, et à la fois des réseaux de franchise qui indirectement représentent des indépendants et des sociétés à taille humaine. Donc,
j'affirme que on a une assez bonne représentativité de la profession. Et la transition, c'est de dire, effectivement, tous les jours, on a une fédération, un syndicat pour représenter. Moi, je trouve que alors déjà, c'est fort regrettable. On a fait récemment un appel à l'union, et je pense que on va travailler sur ce sujet parce que d'autres fédérations partagent notre point de vue. C'est pas raisonnable aujourd'hui de représenter une filière qui représente globalement 10-12 000 salariés et environ 1 milliard et demi, c'est peut-être un peu fort, mais 1,3 milliard de chiffre d'affaires, et d'arriver à 10, parce que demain on sera 10 devant les pouvoirs publics, c'est pas raisonnable. Donc je pense qu'il est impératif effectivement d'unir nos efforts pour être plus pertinent, plus percutant et représenter tout le monde, parce que globalement, quand on représente un petit diagnostiqueur immobilier, petit c'est péjoratif, un diagnostiqueur immobilier indépendant et une structure de 500 personnes, les enjeux sont les mêmes en fin de compte. Donc moi je milite très fortement pour cette fusion. Alors, il y a déjà eu effectivement alors, non pas des tentatives, mais des actions qui ont été menées, puisqu'on s'est rapproché de amis de l'Alliance pour créer une représentation unique, alors qu'il y avait un poste au CSC2E avant qu'il soit dissous, et on espère fortement que l'idée de Lionel soit reprise et qu'on ait un poste, que cette union des fédérations qui sont globalement les fédérations représentatives de la profession, parce que c'est pas parce que Thierry est là, mais entre l'Alliance et Sidiane, vous avez 95% des gens qui sont représentés par une fédération ou un syndicat. Donc, moi, je milite fortement. On a perdu le CSC2E, mais qu'on ait dans la même configuration un poste au CNH. Tu nous dis un petit mot là-dessus, Donc, parce ça, que juste pour ne pas avoir des propos trop d'experts, CSC2E, tu nous rappelles ce qu'est cette instance, depuis quand vous y siégiez, parce que c'était pas vieux, et puis ce qui s'est passé, parce que c'est il y a quelques heures cette affaire. Voilà. Alors le CSC2E, c'était, puisqu'on peut parler au passé malheureusement, un organe consultatif. Donc CSC2E, c'est Conseil scientifique et économique. Alors c'est le Conseil supérieur de l'efficacité et de la construction, voilà. Voilà. En fait, globalement, toutes les lois qui concernent la performance énergétique, l'efficacité énergétique passaient par ce conseil. Et ce conseil a été dissous il y a quelques heures sous l'impulsion de certains parlementaires. Je me passerai tout le commentaire. Je trouve néanmoins que c'est fort regrettable. Donc nous avions obtenu il y a un an et demi, je crois, Thierry, une représentation des diagnostiqueurs. Et c'est vrai que sur les dernières années, il y a beaucoup d'évolutions réglementaires qui sont passées au CSC2E, et il était fort regrettable que nous ne soyons pas représentés. Et donc nous avons depuis 1 an et demi contribué à nous avons donné notre avis sur beaucoup de textes réglementaires qui nous concernaient directement, mais pas que. Voilà. Si on revient effectivement au thème de la réunion, alors déjà effectivement, il y a un sujet, il y a un point important, c'est que il y a un mélange de genres entre la fiabilité du DPE et la pertinence du DPE. Quand on parle de pertinence du DPE, je parlais plutôt de la pertinence de la loi climat et résilience, qui a mis au cœur de la rénovation énergétique le diagnostic de performance énergétique, et en créant des contraintes en particulier sur la location. Et souvent, on fait un mélange des genres. On dit, oui, mais c'est à cause des diagnostiqueurs qu'on n'arrive plus à louer notre logement. C'est faux. C'est faux. Nous, en tant que diagnostiqueurs, on fait notre boulot. Je reviendrai sur la manière dont on fait notre boulot. Mais on fait notre boulot, et effectivement, ça a un impact, en particulier, sur les interdictions de louer. Mais c'est pas un problème de diagnostiqueur, c'est plutôt un problème de législateur. Alors, moi, je ne donnerai pas mon avis en tant que président de fédération, je donne mon avis en tant que citoyen. Je trouve que la loi climat et résilience a été une grande avancée. Alors, on est peut-être allé un peu vite. C'est vrai que la loi Gacquer, peut-être, je trouve que c'est une très bonne chose, mais on a souvent tendance à mélanger les deux et à mettre tout sur le dos du diagnostiqueur.
et surtout qu'il y a une presse, alors c'est pas la presse professionnelle, c'est plutôt la presse généraliste qui fait des gorges chaudes sur la fiabilité du DPE, le diagnostiqueur, tous nos mots viennent de lui, c'est dramatique et compagnie. Maintenant, sur la fiabilité du DPE, ça c'est de la responsabilité des diagnostiqueurs. Et c'est pas la loi climat et résilience. Il faut qu'on fasse bien notre boulot et c'est notre responsabilité de produire un document qui soit fiable. Et Nawel l'a rappelé, mais la ministre l'a rappelé en préambule de ses dernières interventions, la fraude, ou, alors je ne veux pas lancer un débat entre la fraude, la malfaçon, la non-qualité, mais il y a aujourd'hui 1,7% des diagnostics qui sont des diagnostics erronés, que ce soit intentionnellement ou pas. C'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois pas beaucoup. Néanmoins, il faut traiter ce 1,7%. Oui, c'est trop. C'est important. Je t'arrête là-dessus parce que on pourrait se dire 1,7, voilà, ça n'est rien. Mais derrière chaque DPE, il y a les conséquences que tu rappelais qui sont très lourdes et donc c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je partage complètement ton point de vue, c'est beaucoup trop. Donc, il faut s'atteler à régler ce 1,7% de non-qualité. Et avec des mesures qui sont des mesures court, moyen et long terme. Thierry a parlé effectivement de la formation, de la mission qui t'est confiée, Henri, et effectivement, on souscrit, on applaudit, on participe à 100%, c'est très important. Ça, c'est une mesure qui est plus une mesure long terme. Sur les mesures court terme, donc il y a eu effectivement dans les propositions de Madame la Ministre, mais je voudrais quand même saluer, juste avant de parler, je peux rentrer dans le détail des propositions, mais avant de parler des propositions, moi je salue quand même l'intervention de la Ministre, alors déjà qui a remis un peu l'église au milieu du village et a réaffirmé la responsabilité du diagnostiqueur, en particulier sur la rénovation énergétique, et a réaffirmé son engagement à faire que justement ce 1,7% soit proche du zéro. Alors, il ne sera jamais proche du zéro parce que l'erreur est humaine, mais qu'on arrive à réduire effectivement de manière très significative ce 1,7%. Et j'ai vraiment senti chez Madame la Ministre un engagement fort. Pour l'anecdote, j'ai même participé avec Madame la Ministre à un DPE en vrai. Elle nous a sollicité et on a organisé un DPE. Elle est restée 1h30, donc avec un professionnel qui a fait le DPE dans un bien qui était un bien réel. Et elle a posé énormément de questions aux diagnostiqueurs. Et ça vous fait ci, et ça vous fait ça, et pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes sollicité pour ci, est-ce que vous n'avez pas? Et donc, elle est vraiment rentrée dans le détail du dossier. Et je trouve que c'est très bien. Et honnêtement, on a vu passer ces derniers temps un certain nombre de ministres, et c'est vraiment la première qui est rentrée dans le détail. Et c'est vraiment pour nous un signe de reconnaissance. Maintenant, sur les 10 propositions, moi, je suis un ancien rugbyman. Et j'avais l'habitude de dire que quand on est un peu secoué, et là, le diagnostiqueur force de constater qu'il est un peu secoué, petit périmètre. Voilà. Moi, j'étais capitaine de mon équipe et je disais, vous savez, à un moment, les gars, petit périmètre, on va jouer à 5 contre 5 et on va pas faire de grandes envolées. Donc, moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est dans les propositions, retenir celles qui ont un impact important et de surcroît, qui n'ont pas un coût qui doit être porté par le diagnostiqueur. Bien sûr. Parce que c'est un point important. Le diagnostiqueur, en 2021, en 2023, en 2024, a pris un certain nombre d'évolutions réglementaires dont l'impact économique pour lui est très significatif. Il ne faut pas, si vous voulez, que ça soit trop lourd et décorrélé de la réalité économique du diagnostiqueur. Parce qu'à la fin, qui va payer, c'est le citoyen. Si d'aventure, le diagnostiqueur, il passe la moitié de son temps en formation, certification, requalification et tutti quanti, le prix du diagnostic, il va être multiplié par 2. Puisque pendant qu'il ne produit pas, il se forme, il va bien falloir qu'il mange à la fin du mois. Donc, il faut privilégier des mesures dont l'efficacité est avérée, supprimer tout ce qui est gadget et aller à l'essentiel. Et surtout en essayant de préserver l'équilibre économique du diagnostic. Alors, les gadgets et les mesures que tu estimes. Alors, le gadget, et je rejoins ce que dit Thierry Marchand, la géolocalisation, ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de sens par rapport à la réalité du job du diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, il y en a certains qui vont produire tout leur diagnostic
dans le logement. Il y en a d'autres qui vont faire le relevé et vont faire le diagnostic le soir ou le week-end pour avoir la tête, pour le faire à tête reposée. Et donc la géolocalisation en plus, ça pose des problèmes de RGPD dans les structures. Quand vous avez une société, vous avez 30 diagnostiqueurs, la mise en place de la géolocalisation, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des réticences de salariés, vous avez donc la CNIL en plus qu'encadre ça. Donc ça, c'est une mesure. En plus, ça coûte des ronds. Il faut dire les choses ça coûte 3 000 € plus, on considère entre 200 et 300 € par diagnostiqueur, entre 10 et 20 € par diagnostiqueur et par mois. Donc c'est un coût supplémentaire qui ne sert à rien. Donc ça, c'est une mesure que moi j'écarterais, et de toute façon elle tombera parce que il y a une telle jurisprudence sur la géolocalisation que ça serait pas raisonnable que le ministère pousse cette idée, parce que ça sera appliqué par la jurisprudence. Donc à ta connaissance, après, dans les mesures gadgets, c'est pas dans le marbre encore ça. La géolocalisation, elle en a parlé, c'est écrit. Elle en a parlé, c'est pas dans le marbre. C'est pas dans le marbre. D'accord. Sur les QR codes, avoir un QR code qui, lorsque le diagnostiqueur démarre son diagnostic, il sort une carte pour montrer que c'est un vrai diagnostiqueur, pourquoi pas, mais je pense que ça, c'est encore une fois de l'ordre du gadget. Qu'il y ait un QR code sur le diagnostic. Le DPE lui-même. Le DPE, qui permette de vérifier que ce DPE a bien été déposé, puis c'est une obligation réglementaire, sur une base commune qui est la base ADEME. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que s'il a été déposé sur la base ADEME, ça veut dire que le diagnostiqueur, lorsqu'il a fait le diagnostic, il avait toutes ses certifications en vigueur, et donc il l'a fait dans des conditions raisonnable. Alors, c'est pas la sécurité absolue, mais en général, quand le diagnostiqueur est certifié, il fait mieux le travail que celui qui ne l'est pas, par essence. Donc ça, je dirais pourquoi pas. Surtout que ça ne coûte pas d'argent, au diagnostiqueur, et c'est une moulinette, c'est une moulinette qui peut être faite en dehors du diagnostiqueur, et ça, c'est une mesure qui est acceptable. Après, il y a une mesure qui consiste à dire, pour éviter la pression sur le diagnostiqueur, il faut éviter de produire in situ la note. C'est comme ça pour les permis de conduire aujourd'hui, hein. On n'annonce pas tout de suite le résultat au candidat. Tout à fait. Pour éviter les actes de violence. Sauf que pour faire un diagnostic de performance énergétique, il faut vérifier qu'on n'a pas rentré une donnée erronée. Et ça, on le constate tout de suite lorsqu'on a une note qui est aberrante. Et par exemple, si on a 45 mètres carrés de surface déperditive et qu'on rentre 450 mètres carrés, on va déclasser instantanément un bien qui peut être normalement en C, qui va être déclassé instantanément en G. Et on va s'en apercevoir avec la note qui apparaît. Donc, c'est un premier contrôle qualité très simple, mais qui est indispensable. Après, pour faire des préconisations de qualité, puisque dans le DPE, il y a un volet préconisation à l'issue des travaux, pour gagner 1, 2 ou 3 notes, il faut faire des simulations, et donc pouvoir utiliser la note pour se projeter sur une préconisation de travaux. Et donc supprimer cette note, c'est pas réaliste, c'est pas du tout réaliste. Il faut vraiment travailler là-dessus. On te voit, la lumière est un peu plus. Voilà. Hein, dans des bureaux, je vais bientôt être expulsé, mais bon. C'est un style, mais on te voit, ça va. D'accord. Donc voilà, ça typiquement, c'est une mesure qui ne nous semble pas réaliste. Après, il y en a une pour moi qui est essentielle. C'est alors ce qu'on avait nous appelé le contrôle longitudinal, et c'est une idée qui a été reprise par l'administration, qui est une très bonne idée, qui s'appelle la vérification statistique. Alors, on parle d'IA, mais on peut faire ça sans l'IA. Il existe aujourd'hui des possibilités par l'algorithmique, certaines données d'un paramètre qui vont instantanément détecter si le DPE il est vraiment erroné ou il ne l'est pas, ou si la production du diagnostiqueur elle est erronée en continu ou elle ne l'est pas. Donc ça, il faut pousser impérativement ça. Il faut déjà utiliser ce qui existe, ce qui a été développé par l'ADEME et par le CSTB, et le produire très vite. Il faut effectivement derrière le compléter par de l'intelligence artificielle, puisqu'on peut faire des choses beaucoup plus pertinentes. Il faut aller dans ce sens-là, mais il ne faut pas attendre. Il faut promulguer cette vérification systématique qui est un moyen de surveillance extrêmement efficace et qui va résoudre énormément de problèmes de non-qualité.
Et c'est celui-là qu'il faut pousser un maximum, d'autant que, encore une fois, ça ne coûte pas d'argent aux diagnostiqueurs, puisque c'est une moulinette qui va que l'ADEME va faire tourner et va fournir l'information à un organisme de certification. Ça c'est essentiel. Ça veut dire d'ailleurs, juste pour bien comprendre, c'est un dispositif par définition nouveau devant nous. Tous les DPE passeraient à cette moulinette, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et enfin ce que tu décris, analyserait systématiquement. Absolument. D'accord. La production de chaque diagnostiqueur. Alors, je ne connais pas les mécanismes exacts, si c'est tous les ans, si c'est tous les 6 mois. D'accord. Mais la production du diagnostiqueur serait passée au crible par un outil automatique, d'abord par de l'algorithmie, parce que c'est ce qui existe aujourd'hui, demain en rajoutant un bout d'IA, et pour effectivement sortir les anomalies récurrente d'un diagnostiqueur et qui permettrait de faire progresser de manière très significative la qualité de la production de diagnostiqueurs. Après, sur le moyen terme, mais c'est peut-être pas, on n'a pas assez de temps et j'en ai pris déjà beaucoup. On a un dispositif aujourd'hui de certification qui est un dispositif qui date d'une vingtaine d'années et comme le disait Thierry, il y a 20 ans, il n'y avait que des diagnostiqueurs indépendants. Aujourd'hui, la typologie de la filière de diagnostic a considérablement changé, puisque on estime que 20% des diagnostiqueurs sont des indépendants et 80% sont des salariés, dans les petites, dans les moyennes ou dans les grosses entreprises. Et d'avoir une certification attachée à la personne ne semble pas être la solution aujourd'hui la plus pertinente. Il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus pour avoir des dispositifs qui soient adaptés à la réalité de la filière, qui n'était pas celle d'il y a 20 ans. Voilà. Tu ferais cohabiter les deux parce qu'il y a des indépendants, donc des personnes. Absolument. C'est ça, d'accord. Bien évidemment. Loin de nous l'idée, et même si globalement on représente assez peu ces gens-là, encore qu'on a lancé une phase de recrutement pour les indépendants, bien évidemment, il y a des indépendants et qui font très bien leur boulot, et il n'est pas question aujourd'hui d'éradiquer les indépendants, au contraire. Donc, qu'il y ait un dispositif dédié pour les indépendants, très bien, mais qu'il y ait un dispositif qui soit dédié aux entreprises, petites, moyennes ou grosses, ça nous semblerait beaucoup plus judicieux. Ça serait un préalable à la mise en place d'un ordre. Déjà, réglons les problèmes de la certification avant de parler de l'ordre. D'accord. Alors là, tu donnes ton regard sur l'ordre. L'accroissement de l'augmentation de la fréquence des contrôles et l'alourdissement des sanctions pour les fautifs. On applaudit. D'accord. On applaudit et on dit c'est très bien. Allons dans ce sens-là. Contrôlons que les fraudeurs soient châtiés. C'est une très bonne chose. Que les organismes de certification et que les organismes de formation soient plus contrôlés, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, les organismes de certification sérieux plébiscitent la chose. Moi, j'avais le président de la seule représentation des organismes de certification qui disait, moi, je suis prêt à payer 2 fois plus cher parce que je suis pollué par des organismes de certification qui font pas leur boulot et qui passent entre les gouttes. Moi, je suis prêt à payer 2 fois plus cher pour que ces gens-là tombent et que je puisse faire correctement mon boulot et que je ne sois pas tiré vers le bas par eux. Thierry nous parlait tout à l'heure de ces organismes qui sont liés à des organismes de formation. Ça existe? J'imagine que oui, parce que Thierry nous en parlait, mais je voulais ton regard. Je ne vais pas contredire Thierry. Parfois, je le fais, mais là, il a raison. Donc, après, c'est la notion du conflit d'intérêts et de la gestion du conflit d'intérêts. C'est clair. Vous pouvez avoir 2 structures qui reportent à une même holding et avec des dirigeants séparés et qui ont mis en place des barrières et qui sont des professionnels et qui respectent ces barrières. C'est pas parce que vous avez un organisme de certification qui dépend de la même holding qu'un organisme de certification qu'ils ont de la connivence. Parce que de toute façon, il y a des relations commerçantes aussi entre ces différents organismes. Donc, il y a un conflit d'intérêts qui existe et il faut gérer ce conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, dans la proposition de décret, il y a des décrets qui nous sont soumis à l'analyse en ce moment, il y a justement un durcissement de la gestion du conflit d'intérêts qui va dans le bon sens. Lionel, monsieur le député, il y a un dispositif alors qui n'est pas cité dans le plan parce qu'il existe et que par définition le plan vient rajouter d'autres dispositifs, c'est le fichier central des diagnostiqueurs.
Ton regard là-dessus, puis je voudrais le regard de Thierry et de Jean-Christophe, parce que j'entends des choses nuancées. A priori, c'est une bonne idée. On a un fichier positif, comme on dit, diagnostiqueur certifié. Ça permet de savoir si on a eu face à soi quelqu'un de certifié, de reconnu. Ton avis sur cette mesure-là? Oui, moi j'adhère plutôt. En effet, je considère que tout ce qui donne de l'information, de la transparence, de la visibilité va dans le bon sens. Quand on peut utiliser les nouveaux moyens de communication, de base de données, d'intelligence artificielle aussi. Alors après, j'entends, il faut regarder que ce soit pas des usines à gaz, que ça coûte cher, que ça fasse pas perdre de temps. C'est un fait. Mais en tout cas, de façon globale sur tous ces sujets-là, moi je suis favorable pour qu'on y travaille et qu'on les regarde. Voilà. Et je pense que la ministre a bien fait de les mettre en tout cas au débat. Thierry, le fichier central, enfin, je ne sais pas si c'est son nom, Oui. mais Le fichier central, il existe déjà en tant que tel, puisque c'est oui, ce qu'on appelle l'honneur du diagnostic immobilier. Bon, il y a déjà des anomalies. Moi, j'ai été hier le faire un peu, regarder un peu dessus. Ça m'avait fait sourire. J'ai 14 000, par exemple, 14 152 certificats amiantes, alors qu'on n'a que 12 339 non, donc de personnes qui peuvent être certifiées. Donc, ça veut dire que j'ai déjà des personnes certifiées qui ont 2 certificats sur l'amiante. Sur le DPE, j'ai pas ce problème. Donc ce fichier existe, il faut surtout qu'il soit bien géré, qu'on s'en occupe correctement, parce que c'est le problème qu'on a rencontré, et je pense que Jean-Christophe aura la même avis que moi, c'est qu'il est absolument anormal qu'un diagnostiqueur qui peut être pas radié ou est supprimé d'un organisme de certification puisse le lendemain se présenter à un autre organisme de certification. Là, il y a un truc qui marche pas. Donc le fichier, c'est en ça que ça a un intérêt. Alors liste noire. Pourquoi pas, mais c'est surtout pas les listes noires, c'est surtout pas pouvoir entrer dans la liste c'est bleue ça. et la liste verte. Voilà, ce que j'appelle un fichier positif, c'est ça, hein, c'est la liste des certifiés, c'est pas la liste de ceux qui ont perdu la certification, c'est l'inverse. Hein. Tout à fait. Jean-Christophe, ton avis sur ce fichier? Je partage. Ce fichier existe aujourd'hui, il est d'une fiabilité pas forcément Relative. avérée, relative, voilà. Merci. Relatif. Voilà, il y a des dispositions qui sont proposées dans les projets d'arrêté qui vont dans le bon sens et qui vont aller dans le sens de la fiabilisation, et c'est bien. Qui tient ce fichier, au fait? C'est l'ADEME. C'est l'ADEME, hein, d'accord. Donc, elle tient le fichier des diagnostics qui doivent être enregistrés dans ces livres, si je puis dire, et le fichier diagnostiqueur, les deux. Oui, Voilà, alors c'est compliqué parce que c'est une mise à jour par les organismes de certification qui ont l'obligation d'envoyer, et là aussi, on a parlé des organismes, des fédérations, un nombre assez énorme, mais quand on voit le nombre d'organismes de certification que nous avons sur le nombre de 13 organismes, là aussi, on a un problème, c'est que comme ils sont nombreux, à mettre à jour systématiquement la base de données, ça peut être un problème. Donc là encore aussi, on a un travail à faire sur nos organismes de contrôle, on a beaucoup trop. Votre regard à tous les deux et aussi celui du député, puis ensuite le temps a passé, mais on avait des raisons de débattre longtemps. La mission, alors que j'ai reçue, pardon de pas la première personne, mais a été étendue. En fait, à l'origine, c'était effectivement des parcours de formation initiale, Thierry l'a rappelé tout à l'heure, et la ministre a souhaité que la formation continue actuelle, hein, de reconversion, on va dire par commodité, soit également regardée de près avec des propositions pour la rendre plus sérieuse, soit formulées. Qu'est-ce que vous diriez tous les deux, patrons de fédération, sur ces organismes de formation et la variété, l'écart type de leur qualité, de leur professionnalisme? Alors, je prends la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, voire beaucoup trop d'organismes de formation. Il y a déjà eu un progrès qui a été fait en 2023 et en 2024, puisqu'il y a une harmonisation, alors harmonisation relative, mais une harmonisation des contenus de formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces formations, ce sont des formations qui sont réglementaires, et donc qui ne sont pas des formations initiales. Ces formations permettent, alors avec un certain nombre de prérequis, je crois que c'est 3 ans d'expérience dans le monde du bâtiment. Thierry, tu les connais mieux que moi. Mais il y a un certain nombre de prérequis qui permettent d'accéder à ces formations qui sont des formations réglementaires. Leur durée, Nawel disait que c'était qu'en 15 jours, on pouvait devenir diagnostiqueur. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, hein, en particulier sur le DPE.
Il y a un cycle de formation initiale de mémoire, je crois que c'est 21 jours maintenant qui est prévu, mais qui viennent se rajouter à ça toute la formation sur les autres diagnostics, l'amiante, le plomb, caresse, thermite et autres. Donc, je n'ai pas fait le calcul d'ailleurs en cumulé de ce que ça représente, mais c'est quand même significatif. Néanmoins, il est regrettable qu'au-delà de ces formations réglementaires, qui sont plus des formations de perfectionnement pour moi, qui n'existent pas de formation universitaire, et c'est le sujet, c'est le sujet d'origine, Henri. Tout à fait. Et ça, c'est un point qui est important. C'est un point qui est important qui va résoudre. C'est plus un problème de long terme, parce que le temps qu'on mette en place ces filières, que les étudiants aient suivi leur cycle, ça nous amène à 4-5 ans. J'espère que la prévision de Lionel Cos un petit sur la suppression du DPE se fera pas quand même. Une petite réaction. S'il s'agissait de créer un BTS à marche forcée, on pourrait imaginer que à la rentrée 2027, voilà, donc je dirais dans 2 ans, on puisse avoir effectivement un début de formation en marche forcée. Mais dès lors que il y a une priorité désignée par le gouvernement, les ministères concernés, je pense, en feront eux-mêmes une priorité. Voilà. Après, s'il s'agit de créer, comme l'a dit Thierry, et ce sera le cas sans doute, un niveau Bac+3, Bac+5, ça prendra plus de temps, il va falloir séquencer. Donc, on travaille en effet pour l'avenir, on va dire proche ou moins proche. C'est clair. Thierry, sur ce sujet très tout à fait crucial, des organismes de formation. Alors aujourd'hui, je crois, mais Thierry, tu vas réagir. Je crois que si on veut toutes les certifications, on est sur 3 mois, voire un petit peu plus de formation, si on additionne toutes les durées nécessaires pour avoir l'ensemble des certifications. Thierry? Tout à fait, mais quand j'ai commencé moi, en 2005 ce processus, j'étais déjà sur 3 mois. J'avais déjà des formations qui étaient très longues, mais au fil des années, mais la certification n'existait pas à l'époque. C'était des formations liées à l'emploi. On a inventé la certification, qui est une bonne chose. C'est une obligation européenne, parce qu'on oublie, c'est quand même des textes européens pour le DPE. Le DPE, il fallait trouver une solution pour que les diagnostiqueurs certifiés puissent faire un DPE. Donc, c'est à partir des années 2006. Et donc là, on a mis en place une certification, puis on a dit, puisqu'on fait pour le DPE, on va l'embarquer sur l'amiante, parce qu'on a des gros problèmes de qualité, on a oublié. Mais ce qu'on vit aujourd'hui sur le DPE, on l'a vécu sur l'amiante dans les années 2005, 2004, pour ceux qui se rappellent, avec des choses très particulières. Et par chance, le Conseil supérieur du notariat de l'époque avait vraiment alerté cette problématique sur l'amiante. Pour faire simple, la formation aujourd'hui que l'on distribue aux professionnels qui font des diagnostics, c'est pour passer la certification. C'est donc apprendre le geste technique, c'est comment je fais un DPE, c'est comment je fais un repérage amiante. Mais en aucun cas, on apprend la profession de diagnostiqueur immobilier. Et moi, ce que je veux et c'est ce que j'attends d'un BTS, c'est qu'on explique à un professionnel quelle est sa responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais un DPE, il y a une conséquence juridique pour Monsieur Dupont qui veut vendre son bien ou qui veut le louer, qui est considérable. On va toucher à ses moyens économiques, à son patrimoine immobilier. Et c'est en ça qu'on doit avoir un volet juridique, un volet évidemment technique, un volet de connaissance du bâtiment. Combien je vois de professionnels qui rentrent dans la profession, qui ont un volet extrêmement, enfin un vernis très très faible sur la technique du bâtiment. Dans le cas de la copropriété, c'est considérable la connaissance qu'on doit avoir, le volet qu'on a à connaître sur une copropriété, c'est absolument énorme avec le diagnostic structure qui va arriver, enfin toutes ces problématiques. On a besoin vraiment d'être musclé. Le diagnostiqueur, il est musclé sur le DPE, mais uniquement sur le geste technique. Et dans ce sens-là que la formation, elle est importante. Et les formations aujourd'hui que l'on fait, ce ne sont que des formations pour passer le jour J à leur H sans certificat. Oui. Ça ne convient pas. Important. Elles ont un objectif très précis, c'est apprendre des gestes qui conduisent effectivement à produire les constats ou les diagnostics visés. Nawel, tu es revenu avec nous, tu as changé d'écran et de cadre, on était encore avec nous. Une question, alors déjà, tu as écrit sur le chat, mais tu vas faire mieux que ça, pour nous préciser les durées de formation lorsqu'on veut effectivement avoir la totalité des habilitations, des certifications. Tu as un complément de…
certification, on vous demande un budget entre 7 et 15 000 euros pour vous lancer dans ce métier. Globalement, quand vous demandez aux diagnostiqueurs nouveaux dans le marché, ils vous disent la formation théorique, super, ça dépend quel centre de formation vous allez avoir. Et sur les 3 à 6 mois, il y a quasiment zéro de pratique. Beaucoup de diagnostiqueurs vous disent aujourd'hui, moi, je suis officiellement diagnostiqueur parce que j'ai mes certifications. Mais beaucoup ne font pas d'immersion d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans le métier, on dit si t'as pas mangé de diag, entre guillemets, tu peux pas être diagnostiqueur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je retourne vers Lionel. On vient de parler de prix. Et on terminera là-dessus. Je ferai réagir évidemment les 2 professionnels après toi, monsieur le député. La question du prix, non pas des formations, mais des diagnostics. Là, on parle des diagnostiqueurs, ce sont des professionnels, libéraux, et la question de la qualité est mise en cause, analysée, c'est tout à fait normal, et il faut viser le 0 défaut, comme disait Jean-Christophe, avec évidemment l'idéal. Qu'est-ce que tu penses du prix de diagnostic? Est-ce que c'est pas un sujet? Il avait été évoqué dans le groupe de travail du CNH que tu présidais alors, cette question de rapport entre le travail, le temps passé, ça a été évoqué, on veut vérifier que les diagnostiqueurs font effectivement toutes les diligences nécessaires, et puis la rétribution de leurs prestations. Est-ce qu'il y a une question de prix, de dumping et de risque que l'opinion ne veuille pas payer le prix? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, ça, aux yeux du parlementaire que tu es? C'est un sujet puisqu'on peut avoir de grosses différences de prix. Moi, j'ai vu des diagnostiqueurs qui m'ont dit que pour des maisons de 200 mètres carrés, ça coûte 1 000 euros, et d'autres qui vont être nettement en dessous. Donc, pour un particulier qui a à faire un diagnostic, forcément derrière, il va regarder ce qui coûte éventuellement plus cher si à la fin, il a son diagnostic et qu'il considère que son diagnostic est bon. Maintenant, le réguler, c'était le débat qu'on a vu effectivement au sein du Conseil national de l'habitat, c'est très compliqué. Mettre des prix planchers, ce sont des choses aussi qu'on avait à l'époque, en tout cas, mis de côté parce qu'on est sur un marché libre et que quelque part, si on arrive à avoir une profession qui se gère et chaque diagnostiqueur a le droit éventuellement de faire payer son travail comme il le veut, voilà, sur les papiers. Pourquoi c'est gênant en tant que tel? C'est à lui de voir à la fin du mois ce qu'il aura pour vivre. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est son problème à lui. L'important, c'est plus d'avoir un diagnostic qui soit fiable et qui soit fait correctement et que la personne y ait passé le temps nécessaire. Voilà. Après, il fait payer comme il veut. Mais c'est vrai que quand on voit des prix, moi j'entends des prix très faibles de quelques dizaines d'euros, enfin en tout cas en dessous de 100 euros, et qui ont l'air d'interroger beaucoup de professionnels. Alors, j'ai tendance à dire qu'il faudrait peut-être avoir un prix plancher en dessous desquels peut-être il pourrait y avoir un peu plus de contrôle et peut-être un peu plus d'attention en tout cas sur les diagnostics qui pourraient sembler abusifs. Voilà, c'est là où les données, l'intelligence artificielle peut peut-être nous aider, mais en tout cas, j'ai pas d'avis tranché, moi, à titre personnel là-dessus. On l'avait mis de côté parce qu'il n'y avait pas non plus d'arguments si clairs que ça quand on y avait travaillé au sein du CNH. Merci beaucoup Jean-Christophe et Thierry sur ces prix planchers, ces prix réglementés ou cette liberté qu'il faut préserver, mais avec les risques qu'on connaît aujourd'hui de dumping notamment. Alors, oui, de toute façon, il y a une réalité, c'est que c'est un métier de service et pour faire proprement un DPE, il faut un peu de temps, donc un peu de sous. C'est une réalité avec 10 euros. Alors, sauf dans le cadre des DPE collectifs, mais c'est un autre sujet. Mais sur un bien individuel, voilà, il faut du temps, et donc pour avoir du temps, c'est de l'argent. Après, c'est très compliqué de mettre en place des barèmes de prix, des prix planchers. On est comme le rappelle Monsieur le député, on est quand même dans une économie libérale et on va tout de suite se heurter à la concurrence et les prix. Et moi, c'est un combat que personnellement je le porterai pas parce que j'ai échoué à plusieurs reprises dans d'autres vies, dans d'autres métiers pour la mise en place de prix planchers pour des raisons législatives.
Donc, j'y crois guère. En revanche, ce qui est évoqué par Monsieur le député, un contrôle des prix, ça peut être dans le cadre de l'analyse statistique. Il faudrait qu'on puisse avoir l'information de prix et de vérifier sur un bien, comment dire, sur un bien, sur une typologie de bien, le niveau de prix pratiqué par le diagnostiqueur. À ce qu'à la fin, il est comme tout le monde, qu'il soit indépendant ou qu'il soit salarié d'une grosse structure, il y a ses frais directs, son véhicule, sa tablette, il y a ses charges sociales, il y a son salaire, et donc à la fin, pour vivre, il faut que Oui. il faut qu'il fasse payer un petit peu son DPE. Donc est-ce que je crains néanmoins que ça soit extrêmement compliqué à mettre en place. Thierry, est-ce que les organisations professionnelles, si elles finissent par rassembler, mais écoutez Jean-Christophe, c'est déjà assez largement le cas avec vous deux, est-ce qu'elles ont un pouvoir aussi de régulation? Alors les ententes sont illicites, mais est-ce qu'elles peuvent mieux éduquer les professionnels et leur faire prendre conscience de ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est-à-dire que tout ça a un coût et qu'il ne faut pas que les entreprises se mettent en péril. Est-ce que un syndicat peut aller jusque-là, Thierry? Je pense que c'est le rôle d'un syndicat professionnel digne de ce nom, c'est-à-dire que l'organisation professionnelle doit avoir un travail d'éducation, de pédagogie auprès de ses adhérents dans un premier temps et dans un deuxième temps au niveau de la profession. Ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est le problème que l'on a. Moi, je suis pas toujours, alors je suis pas favorable parce que je suis un libéral, je suis pas favorable à des prix planchers professionnels. Je sais que notre organisation professionnelle a voulu avoir des prix planchers du DPE. C'est très difficile à mettre en œuvre et je pense que Monsieur le député s'en est vraiment bien rendu compte. Et mettre quel prix en place? Moi, ce que je souhaite plutôt, c'est éduquer la profession, à leur expliquer comment on crée un prix. Et rappeler quand même que la vente à perte en France, c'est pas trop autorisé. Et là, aujourd'hui, dans le DPE, il y a beaucoup de ventes à perte. D'ailleurs, on a des structures qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à vivre, et pas des petites, hein, des significatives. Donc aujourd'hui, rappeler ça a un prix, et surtout redonner confiance. Quand on veut redonner confiance à nos concitoyens sur le DPE, il faut que les prix ont du sens. Parce que quand c'est pas cher, ça vaut rien. Donc si ça vaut rien, c'est mal fait. Enfin, je caricature volontairement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une valeur. Alors cette valeur entre 7 euros, comme je vois certains DPE fait, je suis d'accord sur des immeubles collectifs, mais moi à 7 euros, je suis incapable, même avec la machinerie la plus fantastique, à envoyer tous ces éléments à l'ADEME. Et il y a un travail quand même de fond à faire individuellement. Il faut aller visiter l'appartement. Il y a un travail, c'est pas faisable. Donc on a effectivement peut-être. Alors, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? On verra pas le prix réellement pas bon, mais est-ce qu'une structure humaine a besoin d'avoir des tarifs corrects? Et c'est effectivement le travail d'une organisation professionnelle. D'éduquer. Merci beaucoup, Nawel. Ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il faut éduquer Infodiag s'y colle et quelques autres titres, et c'est une responsabilité de ta profession. Est-ce qu'il faut éduquer l'opinion publique aussi sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer pour un diagnostic de qualité fait par un professionnel digne? Écoute, là-dessus, je peux être que d'accord avec tout ce qui a été dit. Par contre, moi, sur le prix plancher, je pense que c'est un vrai débat, certes compliqué, mais quelle profession n'a pas dû abattre des cloisons pour pouvoir se structurer et devenir une profession respectée par le grand public et l'opinion publique? On ne peut pas taper sur le DPE de complaisance, et là je fais exprès de parler de complaisance, et d'un autre côté refuser de se dire qu'on parle d'un prix plancher, parce que la pression aujourd'hui, elle est financière. Hein. Parler à n'importe quel diagnostiqueur, qu'il soit indépendant ou en franchise, il vous dit, écoute, c'est simple, si je note mal, je perds un marché. J'ai un prescripteur ou un professionnel qui va me dire écoute, tu m'as noté en E, aujourd'hui on propose, je dis n'importe quoi, hein, moi je fais un DPE à 280 €, il y a quelqu'un qui va venir le faire à 150 € et en plus il va me faire une bonne notation. Oui, donc il faut... Donc je ne dis pas que c'est une grande majorité. Il faut réguler, former ce marché, discuter, faire de la pédagogie. Les diagnostiqueurs dans leur grande globalité, et je le redis, c'est des professionnels qui ont envie de faire évoluer leur métier. Il y a des sujets tabous dans le diagnostic, le prix plancher et d'autres choses, mais les professionnels, ils ont envie qu'on l'aborde.
Les professionnels, ils ont envie de se sentir rassurés. Comment rassurer un chef d'entreprise? Parce que le diagnostiqueur, c'est aussi un chef d'entreprise. C'est qu'on lui dit, tu as fait le bon choix. Parce qu'on ne peut pas être le bras armé de la rénovation énergétique, le chef d'orchestre de la rénovation énergétique, porter la loi climat et résilience, et derrière ne pas être soutenu concrètement par le gouvernement. Merci. Et voilà. Je suis désolée de parler dans beaucoup, le train. et merci de le faire dans les transports. Enfin, tu ne conduis pas, j'espère. On va donner, je voudrais à ma manière remercier les débatteurs qui, avec beaucoup de franchise ce soir, ont traité le sujet. On sent qu'il n'y a pas péril dans la demeure, mais que des inquiétudes ont été formulées avec des solutions qui ont été avancées ou appréciées, formulées par la ministre Valérie Létard en particulier. Merci à tous les quatre, Lionel Cos, député, toujours très attentif à ces sujets, Nawel face à nous, journaliste spécialisé, et puis les deux patrons d'organisations syndicales, Jean-Christophe Proté pour Sidiane et Thierry Marchand pour l'Alliance du diagnostic. François-Emmanuel Borel, le mot de la fin et la date de notre prochaine réunion. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous, merci monsieur le député, merci à tous. En fait, on revoit le parallèle qu'on peut avoir avec nos organisations syndicales professionnelles des administrateurs de biens, et à l'aune de celle-ci, on voit bien que les problématiques sont un peu les mêmes. La question du tarif, la question de l'ordre, la question de la formation, tout ça est un sujet où on pourrait faire des comparaisons et peut-être des prospectives assez rapides. Toujours est-il que nous nous retrouverons le 13 mai prochain. Dans le chat, vous avez le lien de cette prochaine conférence. Je vous souhaite d'ici là de très bonnes vacances pour ceux qui en ont encore, et à très bientôt. Merci bien. Merci, bye bye, et l'apéritif chacun chez soi. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Noël.